Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute du magazine littéraire Épilogue sur les ondes de CKIA-FM. Valérie Gaudreau au microphone avec toute l'équipe Nébussière, Brian Saint-Louis, et Julie Collin qui est là, discrète dans le coin, et Josiane Desloges qui va nous parler de Paul Auster. C'est toujours un événement. Est-ce que ce fut un événement plus avant l'apparition d'un livre de Paul Auster? Tu le disais en introduction, Josiane, il est très prolifique. On a perdu un peu le fil. C'est parfois forcément inégal lorsqu'on publie presque chaque année. Alors, que nous dit ce Baumgartner? Moi, j'avais une petite joie de redécouvrir un nouveau Paul Auster. Quand je regardais les nouveautés qui étaient sorties, je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, il me semble, de renouer avec des écrivains qui ont marqué souvent notre formation, notre imaginaire. Tu sais, souvent, on commence à lire, en tout cas, moi, mon cas, ça a été de commencer à découvrir Paul Auster au cégep. Absolument. C'est comme un moment de bouillonnement, puis il y avait un lien aussi avec le cinéma, parce que sa trilogie new-yorkaise a été mise en images. Donc, bon, tu sais, il y avait toute une analyse aussi derrière cette narration-là, puis cette façon d'écrire très avec du souffle, puis avec plusieurs couches, puis avec les notions des thèmes forts aussi, hein. La musique, le hasard, les liens filiaux. Il y a des thèmes typiques de Paul Auster qui te parlait beaucoup à l'époque aussi. Oui, un peu moins le baseball, traduit par les Français de France. Mon Dieu. Tu sais que pour l'anecdote, j'ai un ami, Dominique, que je salue, qui avait même écrit à Christine Leboeuf, qui était la traductrice chez Actes Sud de Paul Auster, pour lui signifier certains problèmes majeurs de traduction de baseball qui auraient été, semble-t-il, pris en compte. Bravo. Tu sais, quand on dit les cardinaux, les Saint-Louis cardinaux, ne marche pas. Non, mais tu sais, on peut connaître la littérature sans connaître le baseball. Alors, c'est difficile probablement de trouver un traducteur qui connaît les livres. Mais bon, en fait. Puis, j'étais assez d'accord avec la critique du Guardian qui faisait la critique de ce nouveau roman-là qui s'appelle Baumgartner. C'est-à-dire que n'importe qui a été en contact avec les grandes œuvres de Paul Auster, comme la trilogie new-yorkaise, nourrit un espoir lorsqu'il y a un nouveau Paul Auster qui sort. Et peu importe le nombre de fois où cet espoir-là est malmené ou peut-être un peu déçu, on y retourne quand même toujours avec espoir que ce soit... On n'est pas nécessairement complètement déçu. On retrouve des éléments qui fait qu'on aime Paul Auster. As-tu volé mes feuilles sur mes critiques d'Amélie Nothomb en début d'année? Non, mais je suis certaine que c'est un peu le même rapport avec comme il est ça. dans cette catégorie. Un grand écrivain, une grande écrivaine très prolifique, avec un univers, un souffle. C'est vraiment quelqu'un qu'on aime retrouver et à qui on pardonne un peu ses défauts et en même temps, on pardonne pas. Tu sais, c'est un rapport un peu étrange en tant que lecteur, mais il nous emporte. Et je pense que c'est quand même ça qui est important. Fait que si je vous situe un peu l'histoire de ce livre, d'abord, ce que je trouve c'est anecdotique, mais c'est peut-être pas anodin chez Paul Auster, mais quand on cherche Baumgartner dans Google, ce qu'on trouve, en fait, c'est un parachutiste et sauteur extrême autrichien qui a gagné énormément de records Guinness et de prix Red Bull pour avoir fait toutes sortes d'affaires complètement délirantes, ce qui est pas du tout le cas du personnage qui s'appelle. Un beau contraste quand même. Non. Alors, on se retrouve, vous serez pas surpris, là, on n'est vraiment pas dans la vie d'un parachutiste, là. On se retrouve avec un prof de philo à Princeton, 70 ans, veuf. Donc, tu sais, on est toujours un peu dans l'alter ego de Paul Auster qui a lui-même 77 ans, avec qui il va y avoir des similitudes biographiques aussi. À un moment donné, quand le personnage parle de son père, mais là, on voit l'affiliation avec Paul Auster. Il y a toujours un peu de ça dans ses personnages et ses romans. Mais ce qui est vraiment particulier, puis où au début ça m'a profondément intriguée, c'est que ça commence par une scène de série d'interruptions extrêmement burlesque et déstabilisante, parce qu'on ne sait pas où tout ça va nous mener, puis on ne sait pas s'il va être capable de maintenir ça pendant tout le roman, mais c'est vraiment uniquement la première partie, peut-être le premier 15% du livre. C'est-à-dire que ce veuf-là, intellectuel, professeur de philosophie, est en train d'écrire quelque chose, s'interrompt,
descend dans la cuisine, oublie ce qu'il allait chercher, se rend compte que l'eau bout, c'est bouillante, ça sonne à la porte, c'est un livreur UPS. Et là, il nous explique un peu qu'il commande un livre par semaine uniquement pour voir la livreuse qui est son seul, qui est comme un fantasme, puis son seul contact avec une femme signifiante dans sa vie à ce moment-là. Ensuite, il retourne à l'intérieur, il y a quelqu'un qui l'appelle, qui est supposé venir prendre le relevé du compteur électrique. Il s'en va au sous-sol, il déboule les marches, il se casse une coupe de corde. Ça, c'est plus d'action que dans tous les derniers romans de Paul Auster réunis. Donc, c'est super. Là, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer dans ce livre-là? Et là, ce releveur de compteur-là est extrêmement gentil avec lui. Il en prend soin. Il va y chercher de la glace. Il ramène de la nourriture après son chiffre. Puis là, on se dit, mais est-ce qu'on va se retrouver dans une relation un peu inquiétante ou est-ce que t'as comme un vieil homme vulnérable qui... pas du tout. C'est comme si cette bonté-là, ce moment de bonté-là, le reconnecte un peu avec l'humanité. En fait, c'est un peu comme si ça le sortait de sa dormance. Et là, il se met à voyager dans son passé. Et là, on trouve le Paul Auster qu'on connaît. Wow. Moi, le dernier que j'avais lu, c'était 4-3-2-1. Une immense brique que, personnellement, j'avais trouvé fascinante parce que c'est une série de personnages de qui on voit tous les destins possibles, dépendamment si il avait fait tel geste au lieu d'un autre, est amoureux de telle personne au lieu d'une autre, il aurait été gay, ou en jouant avec tous les paramètres de leur vie, on découvre comme 2000 vies, et ça, c'est quand même assez quelque chose de fascinant de penser que chacun de nos choix, de nos impulsions, de nos moments peuvent nous mener ailleurs. Il y a pas ça dans ce roman-ci, mais il y a une réminiscence, il y a des morceaux de son passé qui reviennent. Son enfance, sa relation avec son père, tout ça. Mais le morceau vraiment le plus important, qui est pour moi le cœur du livre, puis qui est un peu ce qui reste à la fin de cette lecture-là, c'est vraiment l'amour fulgurant qu'il y a eu avec une femme qui était une poétesse, mais qui a très peu publié, qui avait une vie intérieure, puis une œuvre intéressante, mais qui n'a jamais pu fleurir complètement. Et on sent que ça va pouvoir arriver après 20 ans après sa mort, parce qu'il y a une jeune étudiante qui veut y consacrer sa thèse et qui s'en vient plonger dans les écrits de cette femme-là. Donc ça, c'est des éléments très beaux sur la perte, sur le deuil, sur l'amour. Encore là, très austérien. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis il y a une belle image, le personnage, pour décrire un peu ces deux femmes-là, tu sais, la jeune étudiante puis celle qui a été la femme de sa vie. Il les voit un peu comme deux serre-livres aux extrémités de sa vie. Donc, tu sais, il n'y a pas tant d'images poétiques que ça dans du Paul Auster, mais on dirait qu'il la construit tout le long puis qu'à un moment donné, il te l'envoie en plein visage, puis là, tu plies le petit coin de la page, puis ça va. Tes besoins sont comblés. Wow! Alors, ça donne envie. On sent la réconciliation après quelques titres peut-être un peu inégaux de quoi que tu avais c'est pas parfait. C'est pas parfait comme roman. Tu sais, il y a beaucoup de fils narratifs qui ne sont pas noués, mais on se laisse vraiment emporter par le plaisir esthétique de la lecture, le souffle, même dans la traduction. Tu sais, les idées qui s'empilent, qui s'entremêlent, qui se démêlent. Donc, le plaisir est vraiment là. Quelqu'un qui veut une bonne histoire, un bon page-turner, c'est peut-être pas le roman que je recommanderais, mais ceux qui aiment ce type d'expérience-là vont assurément y trouver leur compte. Merci beaucoup. Donc, ça s'appelle Baumgartner de Paul Auster, toujours chez son fidèle éditeur Actes Sud, Léméac. Merci, Josiane Desloges. Merci.